Bonjour et bienvenue dans ce 12e volet consacré au développement cross-platform. Comme d'habitude, nous utiliserons Visual Studio 2012 pour l'IDE et la compilation des projets Microsoft. Nous utiliserons Xamarin 2.0 en tant que plugin pour la compilation des projets Android et bien sûr MVVM Cross version 3 pour le framework MVVM. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'injection de code spécifique à la plateforme, c'est-à-dire comment, dans une application cross-platform, pouvoir utiliser du code spécifique à chacune des plateformes visées, tout en ayant toujours un noyau, un projet cœur, qui utilise systématiquement le même code, sans option de compilation, sans compilation conditionnelle, ni autre artifice qui rendent la programmation confuse et le code difficilement maintenable. Plusieurs options sont disponibles. On va en voir deux principales. La première consiste à utiliser une interface dans son projet noyau et à injecter des implémentations dans les projets cibles UI. Quand il s'agit d'un code qui peut potentiellement ou qui doit être réutilisé dans de nombreux projets, il est plus intéressant de le transformer en plugin. Nous verrons alors comment écrire un plugin MVVM Cross de telle façon à utiliser le même code sur toutes les plateformes et avoir un code réutilisable. La troisième option consiste, quand les deux premières sont très difficiles à implémenter, je pense par exemple à du code spécifique dont l'interface est extrêmement volumineuse. Dans certains cas de ce type-là, et sauf si le projet a une envergure qu'il réclame bien entendu, la meilleure façon c'est tout simplement d'injecter le code et de l'écrire directement et de se binder directement aux assemblages nécessaires dans chacun des projets cibles. Cette solution, nous la verrons pas parce que ce n'est pas la plus élégante, c'est celle de la dernière chance, et que les deux autres approches que je vais vous montrer aujourd'hui sont généralement plus que suffisantes et peuvent couvrir 99,99% des besoins. Et puis nous verrons en fin de démonstration un autre projet avec un cas réel qui consiste par exemple à implémenter la vibration du téléphone dans Android et dans Windows Phone. Mais passons tout de suite au premier exemple d'injection de code natif. Le premier cas que nous allons étudier maintenant consiste à injecter le code directement dans chaque projet d'UI et à travailler sur une interface au niveau du projet cœur. Nous allons partir d'une solution simple, comme vous le voyez ici, Native Injection, qui comprend un noyau, un projet Android et un projet Windows Store. J'ai préparé cette solution avant l'enregistrement, de telle façon à gagner un peu de temps. Il s'agit simplement de 3 projets dans lesquels j'ai ajouté MVVM Cross et dont j'ai vérifié le bon fonctionnement. Aucune modification n'a été faite. On a donc les views par défaut et les view modèles par défaut. Et on va voir comment modifier tout cela manuellement pour arriver à notre résultat. Le premier projet qui nous intéresse est le cœur, duquel nous pouvons d'ailleurs supprimer la classe 1. Nous avons notre First View Model. Dans nos références, nous avons le noyau de MVVM Cross version 3, qui a été ajouté bien entendu en utilisant les packages Nugget. Dans notre First View Model, dont nous allons supprimer le code de démonstration, imaginons que nous ayons besoin de connaître la taille de l'écran. Et imaginons que ce code ne puisse être obtenu que de façon native sous chaque plateforme. Nous allons commencer par créer un nouveau folder que nous allons appeler interface. Dans ces interfaces, nous allons ajouter une nouvelle interface que nous allons appeler eScreenSize. Cette interface est publique et elle implémentera deux propriétés la hauteur et la largeur de l'écran. Deux informations qui seront retournées par le code spécifique de chaque plateforme. Nous créons donc cette interface eScreenSize qui renverra ces deux propriétés. Notre view model est totalement vide. Nous allons utiliser ces informations pour le fonctionnement de notre logiciel. Nous allons d'abord avoir deux propriétés que nous allons exposer. Nous allons appeler screen width, qui aura un get, et dans le même esprit, désolé pour les fautes de frappe, un screen height. Mais ce get, comment on va le nourrir? On va le nourrir grâce
à une information qu'on va récupérer, c'est-à-dire l'interface que nous avons créée il y a quelques instants. Il nous faut récupérer une instance. Pour l'instant, ces instances n'existent pas puisqu'elles seront injectées par du code spécifique natif dans les projets d'UI. Par contre, l'interface existe et on peut récupérer, ou faire semblant de récupérer, en tout cas, une instance de cette interface. eScreen size, je vais appeler screen size, et comment l'initialiser de la façon la plus simple du monde, par un constructeur qui récupérera par injection de dépendance l'instance qui correspond au screen size. Nos get deviennent donc très simples à écrire. Il suffit de prendre le screen size, point width pour ici, et faire la même chose pour la seconde valeur qui est la hauteur. Voici un viewModel extrêmement simple qui va utiliser du code qui n'existe pas au niveau du noyau, mais qui sera implémenté côté projet natif et qu'on va utiliser sous la forme d'une interface à l'intérieur de notre noyau. Donc on fait comme si ce code existait et on peut le manipuler et on pourrait fort bien faire un travail, prendre des décisions sur les valeurs de la screen size. Compilons le projet noyau, il compile, tout va bien et effectivement c'est tout ce qu'il y a à faire. Comment maintenant utiliser ce code du côté des interfaces? Allons dans nos projets d'interface, le premier, le projet Android, dans les ressources, la First View. On va passer directement au code XML. Un edit text qui va être bindé à la propriété screen height. Et ici, alors c'est un text view et pas un edit text. Voilà, et ici, à screen width. Notre interface est des plus simples, on ne voit pas exactement ce qui s'affiche, mais on va tricher pour le design time. Imaginons est égal à 0,00. Pareil, ici, et pour voir que ce sont bien deux champs différents, on va mettre 4.1. On passe en mode design et nous aurons bien les deux valeurs qui seront écrites ici, le height et le width. On ne va pas s'encombrer sur des effets de présentation, ce qui compte, c'est de savoir comment on récupère les valeurs qui vont être ici. Elles sont donc bindées à notre viewModel. Notre viewModel est dans le noyau. Ce noyau lui-même utilise des valeurs qui vont être le height et le width de l'écran, mais ces valeurs proviennent elles-mêmes des implémentations spécifiques dans les projets d'interface. C'est une sorte de partie de ping-pong dans laquelle nous allons, dans le projet Android, ajouter une classe. Peu importe. ReSharper s'en occupera, et cette classe est une classe qui va implémenter l'interface eScreenSize. Donc on va l'appeler tout simplement DroidScreenSize, qui est de type, en tout cas qui supporte l'interface eScreenSize. Native injection.core.interface.eScreenSize, c'est effectivement celui-ci. Il nous faut rajouter les implémentations. Et comme il n'y a que des get, il n'y a pas de private set, et bien évidemment dans cette démonstration, comme on s'en fiche un peu du code natif, mais c'est la façon dont fonctionne l'injection de code natif qui nous intéresse, on ne va pas s'encombrer à aller chercher réellement une vraie taille. Ici, on va retourner pour la hauteur 100, et pour la largeur, on va retourner 200. Cette classe est une classe d'implémentation du code natif. C'est ici que bien évidemment se trouvera en réalité le code qui est spécifique à Android. Et dans le projet pour Windows Store, on retrouvera la même chose. Et idem si on avait un projet iOS, idem si on avait un projet WPF, Silverlight ou autre. Mais ce n'est pas forcément suffisant, vous en doutez bien. Dans la partie de ping-pong entre le projet noyau et le projet d'interface, il va bien falloir à un moment donné lui expliquer comment créer l'instance de notre eScreenSize. On va dans le fichier de setup.cs où se trouve déjà un certain nombre d'initialisations par défaut, notamment le create application, le debug trace avec notre propre debug trace qui est ici comme on a pu déjà le voir dans d'autres vidéos. Et puis il nous faut intervenir à un endroit pour rajouter dans le moteur d'injection de dépendance l'instance qu'on va utiliser.
Alors, on se rappelle que dans d'autres vidéos, j'ai démontré comment on utilisait des services et comment dans le noyau, notamment dans l'appcs qui est ici, MVVM Cross enregistre systématiquement comme un service toutes les classes qui sont publiques, qui supportent une interface et qui se terminent par le mot service. Ce n'est pas la stratégie que nous avons utilisée ici parce que nous avons besoin de créer le code côté projet d'interface et que dans un service tel qu'on les implémente selon ce modèle-là, l'interface et le code du service sont implémentés tous les deux du côté noyau. Mais finalement, c'est à peu près le même principe. Et on a besoin maintenant qu'on a créé la classe d'implémentation ici, dans notre projet d'interface Droid Screen Size, nous avons besoin de l'ajouter au système d'injection de dépendance, au conteneur IOC de MVVM Cross. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Une des plus pratiques, quand on a besoin d'initialiser un certain nombre de choses dans son projet, on a deux méthodes importantes. Initialize First Chance est appelé en début de création de l'application, le Last Chance est la dernière méthode qui est appelée lorsque l'initialisation est effectuée. Nous allons overrider le Initialize, on voit ici le First Chance, et ce qui nous intéresse, c'est le Last Chance. On conserve bien évidemment le base Initialize, et maintenant, il nous faut enregistrer notre classe dans le conteneur IOC. On utilise donc MVX, qui est le noyau même d'MVVM Cross, et register singleton de eScreen Size, qui provient bien de notre noyau, et le plus facile est de créer un new Droid Screen Size. À partir de là, l'instance est créée à l'intérieur du conteneur d'IOC, l'injection de dépendance va fonctionner. Quand dans notre projet noyau, notre First View Model demande une instance de eScreen Size, le conteneur d'IOC, qui est global bien évidemment pour le noyau et pour le projet d'interface, va retourner l'instance, mais une instance qui est créée côté application d'UI. Et elle retournera notamment une instance de cette classe qui ici bien évidemment retourne deux informations un peu bidons, donc 100 et 200. Nous avons modifié notre vue pour afficher le screen height et le screen width qui viennent toutes les deux de notre view model qui expose un screen width et un screen height. Nous allons classer ce projet comme projet de startup et nous pouvons l'exécuter. Et voici l'affichage que nous obtenons, les valeurs 100 et 200 qui sont spécifiques à la plateforme, alors que ces informations proviennent de notre vue modèle, qui lui-même les obtient grâce à une injection de dépendance dont l'implémentation se trouve côté projet natif dans notre classe Droid Screen Size, qui bien évidemment peut faire des choses bien plus compliquées et surtout utiliser du code natif, ce que l'on ne fait pas vraiment dans cet exemple. Ce code est initialisé dans le setup ici par l'enregistrement d'un singleton. Donc le principe est finalement assez simple, c'est véritablement une partie de ping-pong avec un aller-retour entre le noyau et le projet d'interface. L'interface, au sens C# du terme, sert de fil conducteur, de fil d'Ariane, qui va être utilisé à la fois côté noyau et à la fois côté application d'interface pour permettre d'avoir un code qui, ce qui est extrêmement important, le code de noyau est bien le seul et unique qui existe et qui contient tout le code métier de l'application, c'est celui qui va être le plus lourd, le plus chargé, et celui qui sera normalement le plus sophistiqué et le plus cher à produire. Ce code-là n'est écrit qu'une seule fois, et il ne contient aucune espèce de code particulier, ni de compilation conditionnelle, ni rien de tout ça. Nous avons un code qui est systématiquement et exactement le même, et qui est juste utilisé à l'intérieur des projets d'interface sous la forme d'une référence qu'on retrouve ici, nativeinjection.core, dans la référence de notre projet d'interface. Alors, il existe plusieurs façons d'enregistrer le singleton ici. Ici, nous avons un enregistrement par une instance directe de notre service, puisque c'est une sorte de service. On pourrait utiliser le MVX Register d'une autre façon, notamment en utilisant le singleton de cette façon-là, eScreen Size, et en initialisant ici non pas à l'aide d'un new, mais en utilisant un delegate,
new Droid screen size. Alors quelle est la différence entre ces deux façons d'écrire? C'est qu'ici nous avons une instance qui est immédiatement créée quand on initialise le projet. Alors que dans cette version-là de l'enregistrement, nous sommes en mode lazy, en mode paresseux, c'est-à-dire que l'instance new Droid screen size ne sera créée que si dans le code il y a un appel à eScreenSize. Dans le cas où l'appel n'est pas effectué, aucune instance ne sera créée. Ça, c'est une deuxième façon de faire les choses. La troisième façon de le faire est d'enregistrer le type. Pour enregistrer le type, nous utilisons register type de eScreenSize, virgule, Droid screen size. Et ici, quelle est la différence? C'est qu'ici, à chaque fois qu'une instance de eScreenSize sera demandée, une nouvelle instance de Droid screen size sera créée. Donc tout dépend comment on souhaite enregistrer son service. Soit il est créé immédiatement et systématiquement dès que l'application démarre, soit il est créé au moment où le service est appelé, soit on souhaite obtenir une instance différente à chaque appel, et on utilise cette façon d'enregistrer. Bien sûr, on va pouvoir refaire exactement la même chose du côté de l'application Windows Store. Pour ce qui est de la partie Windows Store, le projet d'interface Windows Store, le principe est rigoureusement le même. Nous allons placer ce projet en Startup Project et nous allons, dans un premier temps, ajouter une classe et cette classe sera Store Screen Size qui implémente eScreenSize et ici nous allons retenir le même principe, on va retourner directement une valeur et ici nous allons retourner 1001 et 2001. Dans le même esprit que l'application Android, nous allons dans le setup le initialize last chance et ici nous appelons mvx.register singleton de eScreenSize et de new Store Screen Size. Avant de lancer l'application, il nous faut bien évidemment modifier la first view. On a deux textbox, on va les transformer en deux text blocks. Le premier sera bindé à screen height et le second à screen width. On va s'assurer que la taille est assez grande. Font size égale 40, ça devrait être suffisant. Et on exécute 1001-2001. On voit donc bien ici l'effet de notre code. Nous sommes toujours reliés par un binding à la propriété qui se trouve dans le view model, donc dans notre projet noyau, mais c'est bien du code natif qui s'exécute, puisque nous obtenons les valeurs qui sont définies dans le projet d'interface dans notre classe Store Screen Size, de la même façon que cela avait été fait dans le projet Android. Voici la même application avec le même cœur, le même noyau, le même code qui est exécuté en ce moment même, à la fois sous Android et à la fois sous Windows Store, avec un noyau, pas de compilation conditionnelle, mais avec du code spécifique à chaque plateforme visée. Donc voici une façon très simple de mettre en place du code natif tout en ayant un noyau qui reste générique, sans compilation conditionnelle et qui va permettre de travailler de façon cohérente
avec un code unique, tout en bénéficiant, et sans se priver bien évidemment, de l'accès à certaines particularités qui sont natives à chaque plateforme, ce qui peut être le cas de certaines fonctionnalités comme faire vibrer le téléphone ou tout autre code qui est spécifique à la plateforme considérée. Nous allons voir maintenant comment mettre en place le même genre de stratégie, mais avec du code réutilisable. Parce que ce que nous venons de faire est quelque chose d'unique à ce projet, quelque chose qui ne fonctionne que dans le cadre de ce projet, mais si ce code est véritablement intéressant et qu'il mérite d'être réutilisé, nous avons peut-être intérêt à le créer sous la forme d'un plugin, de telle façon à pouvoir le transporter facilement d'un projet à un autre. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'autre façon d'injecter du code natif dans une application cross-platform, construite avec MVVM Cross, est un procédé qu'on a vu à l'œuvre tout au long des vidéos précédentes, puisqu'il s'agit des plugins. Les plugins MVVM Cross sont, comme je l'ai expliqué déjà quelques fois, des applications cross-platform tout à fait traditionnelles. Elles possèdent un noyau sous forme d'une PCL et elles possèdent autant d'implémentations spécifiques qu'elles visent de plateforme. Lorsqu'un plugin est packagé sous forme de package nugget, quand on l'installe dans une application d'UI, la partie spécifique au projet d'UI est chargée automatiquement par les packages nuggets. Lorsqu'on le fait manuellement, c'est au développeur de référencer le noyau et l'unité de code, le projet, qui est spécifique à la plateforme en cours. On va voir comment mettre en œuvre cette solution. Prenons notre solution qui nous a servi à l'exemple précédent et ajoutons-lui un nouveau folder que nous allons appeler du nom de ce nouveau plugin. Il est par convention utile de nommer correctement les plugins que l'on crée. On commence généralement par donner le nom du développeur ou de sa société, puis plugin, puis une extension. Imaginons une extension HTML. À l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un nouveau projet. Ce projet va être un projet PCL qui va s'appeler de la même façon. Comme tout projet PCL, on va ajouter le support pour les cibles de notre choix et on se retrouve avec un projet tout à fait standard. Au niveau des références, on va ajouter les références à MVVM Cross. Mais dans un projet plugin, on n'a pas besoin de tout hot-tuna ensemble. On a uniquement besoin du cross-core. À partir de là, il nous suffit de coder ce dont on a besoin. Imaginons dans ce projet de test, nous allons intégrer par exemple une fonction de traitement HTML totalement spécifique à la plateforme. Dans cette classe, il faut donc ajouter une interface pour traiter notre service. Ici, nous allons dire public interface YangCode qui possédera une méthode string encode de string .input. Par exemple, HTML encode. Et c'est quasiment terminé pour notre projet plugin. Il ne fait en fait que déclarer l'interface du service qu'il propose. Mais pour qu'il soit reconnu comme un plugin MVVM Cross, il faut qu'il puisse s'insérer dans toute la logique de traitement que le framework MVVM Cross a mis en place. Donc, il a besoin d'une nouvelle unité de code qui va s'appeler plugin loader. Et le plugin loader, ici collé à snippet, le plugin logger est une classe qui descend d'IMVX plugin logger, en tout cas qui implémente plus exactement IMVX plugin logger. Cette interface contient une seule méthode qui est ensure loaded, donc qui s'assure du chargement du plugin avec une référence à lui-même et ici dans sa méthode ensure loaded un resolve du IMVX plugin manager, donc on appelle le conteneur d'IOC pour obtenir le plugin manager et on appelle la méthode de ce manager qui est ensure platform adaption loaded de plugin loader. Les arcanes de ce mécanisme n'ont pas besoin d'être compris à 100% par celui qui implémente un plugin puisque ce code est toujours le même et le plugin loader, par convention, si on suit l'ensemble des conventions d'MVVM Cross, on a juste qu'à copier ce code à l'identique pour que l'unité vienne s'insérer dans le traitement du plugin. Et maintenant, ajoutons les cibles que nous avons besoin de traiter. Par exemple, ici nous avons
une cible Android et une cible Windows Store. Nous allons ajouter dans ce projet de quoi traiter Android et Windows Store. Ajoutons un projet Android. Nous allons ajouter un projet Android de type Android Class Library que nous allons appeler de la même façon inaxos plugin.html.droid. À l'intérieur de ce projet, nous rajoutons une référence au noyau, le noyau bien sûr du plugin, et un NuGet package, de la même façon à MVVM Cross au CrossCore. Ajoutons l'implémentation native pour notre service. Donc ici nous avons créé une classe, par exemple public classe Droid Encode, qui supporte bien évidemment l'interface que nous avons déclarée dans notre noyau. On ajoute le support de l'interface, et comme il s'agit de quelque chose de très simple et d'une simple démonstration, on va simplement faire un return de Droid Encoded plus la chaîne d'entrée. Et c'est ici que, bien évidemment, il y aurait tout le code spécifique à la plateforme Android. Pour participer au système de gestion des plugins MVVM Cross, il nous reste juste à créer un fichier plugin.cs, donc rajouter une classe, et à l'intérieur de cette classe, nous avons besoin de quelque chose de très simple, une classe plugin qui implémente IMVX plugin, dont la méthode unique est load, et qui fait un MVX register de encode, Droid Encode, ce qui va permettre d'enregistrer le code de ce plugin dans le système de gestion des plugins de MVVM Cross. Et nous pouvons maintenant ajouter le projet spécifique pour Windows Store. On ajoute un nouveau projet, Windows Store, classe library, que nous allons appeler inaxos plugin HTML Windows Store. Alors on fait la distinction entre Windows Store et Windows Phone parce qu'il y a des différences assez notables entre les deux environnements, ce qui fait que l'extension habituelle .store, on a tendance à l'éviter de plus en plus dans ces projets-là pour pouvoir bien faire la nuance entre les projets qui sont spécifiques WinRT et les projets qui sont spécifiques au téléphone. Dans les références, nous commençons par ajouter une référence à notre noyau. Ici, et une référence au package NuGet d'MVVM Cross, le CrossCore, puisqu'on n'a pas besoin de toutes les autres couches qui sont utilisées dans les projets d'interface, ça permet d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Et de la même façon, nous allons avoir besoin d'implémenter l'interface et de fournir le code spécifique à la plateforme, et pour ce code spécifique à la plateforme, nous avons besoin d'implémenter l'interface encode, et notre interface encode, la voici. Donc de la même façon que sous Android, on a retourné Android encode, ici on va retourner store encoded, de la même façon avec la chaîne d'entrée. C'est ici, bien évidemment, là encore, que se trouverait tout le code spécifique à la plateforme, puisque nous sommes dans un projet de librairie de code spécifique Windows Store. On a donc accès à tout ce qui est spécifique à la plateforme Windows Store, et tous les codes spécifiques à cette plateforme sont donc appelables dans cette unité de code, bien évidemment. Ici, on se contente de faire une sorte de fake pour la démonstration. On renomme le fichier convenablement, et de la même façon qu'on l'a fait dans la partie Android, on va rajouter une classe qui s'appelle plugin. Et dans cette classe plugin, on a la même séquence d'enregistrement qui reste identique. Plugin qui implémente IMVX plugin, la méthode unique de cette interface qui fait un register de encode, store encode cette fois-ci. Notre plugin est terminé. Donc pour récapituler, nous avons un noyau qui est une PCL. Ce noyau implémente les services que l'on veut présenter dans le plugin, ici le service encode. On ajoute une classe plugin loader qui est en fait un morceau de code qu'on peut copier-coller directement depuis un autre projet puisque c'est toujours le même et qu'il n'a aucune spécificité par rapport à notre projet. La seule présence de cette classe va permettre
au mécanisme automatique qui marche par réflexion d'MVVM Cross de détecter le plugin et de le charger. Ensuite, on a un projet par cible native, ici un projet Android, ici un projet Windows Store, dans lequel on retrouve dans les deux un plugin.cs qui de la même façon est générique et contient un code qui enregistre la classe d'implémentation, et bien évidemment la classe d'implémentation qui est spécifique à la plateforme, qui implémente l'interface, exactement pareil dans le projet Windows Store, avec une classe qui supporte notre interface du noyau et qui va utiliser tout le code natif spécifique à ici Windows Store, plus une classe plugin, absolument dans le même esprit, d'IMVX plugin avec le store. Donc ce plugin est terminé. Comment l'utiliser au sein de notre application? S'il était transformé en package NuGet, il n'y aurait qu'à l'installer en référence dans chacun des projets d'interface. Mais puisque là, il est dans notre solution, il va falloir ajouter les références manuellement, à la fois au plugin noyau et à la fois au plugin côté cible. Donc prenons le projet Android et dans les références, nous allons ajouter les deux projets qui nous intéressent, à savoir le noyau du plugin et son implémentation spécifique Android. À l'intérieur du projet Android, le référencement de notre plugin n'est pas tout à fait suffisant. On a vu que quand on ajoutait des plugins depuis le gestionnaire de package NuGet, il y avait un bootstrap qui était ajouté. Donc là, il n'existe pas, il faut le créer soi-même. Donc dans ce projet Android, nous allons ajouter une classe que nous allons appeler Inaxos HTML Bootstrap, et cette classe ne contient pas de code en fait. Elle est appelée par le système de réflexion d'MVVM Cross, mais elle doit implémenter le MVX plugin Bootstrap Action et passer en paramètre le plugin loader, donc le Inaxos plugin HTML plugin loader. Peu importe le mécanisme qui se cache derrière, vous aurez tout le temps de pouvoir étudier le code des sources de MVVM Cross si cela vous fait plaisir. Retenons simplement la présence de ce bootstrap qui contient uniquement ce code, qui est un référencement au MVX plugin Bootstrap Action, qui prend en paramètre un type qui est celui de notre plugin loader qui a été installé dans le noyau de notre plugin. À partir de là, le plugin est parfaitement utilisable. Toutefois, on vient de l'installer dans l'application Android, mais nous ne l'avons pas installé dans l'application noyau, parce que le plugin n'a aucun sens si le ViewModel ne s'en sert pas. Donc c'est notre ViewModel qui va se servir de ce plugin, qui sera ensuite disponible dans les projets d'interface. Il nous faut donc modifier notre projet noyau pour utiliser le fameux encodeur HTML que nous venons de créer. Dans notre noyau, nous avons besoin juste d'ajouter en référence le noyau du plugin. Et dans notre ViewModel, nous allons ajouter une variable de type i_encode que nous allons appeler encodeur. Comment va être initialisée cette variable? On l'initialise dans le constructeur en utilisant le conteneur d'injection de dépendance. L'encodeur est obtenu, il ne reste plus qu'à s'en servir en présentant une propriété simple qu'on va appeler HTML string, dont le get fera un return de encodeur.htmlencode de séquence à encoder. Notre noyau utilise le plugin, on compile, tout est OK. Revenons à notre projet Android, donc on a vu qu'on avait rajouté en référence le noyau de notre plugin ainsi que la version spécifique à la plateforme. Venons dans notre first view et ajoutons un text view qui sera relié à la propriété HTML string. Exécutons l'application. Et nous voyons que nous avons toujours nos deux propriétés spécifiques à la plateforme avec la méthode numéro 1 que nous avons démontré tout à l'heure. Et maintenant, nous avons notre chaîne, notre HTML string, qui est bien encodée. Elle est droid encoded. Il ne reste plus qu'à mettre en place
la même chose dans l'application Windows Store. Plaçons-la en Startup Project. De la même façon, nous allons ajouter une classe Bootstrapper. Cette classe publique, comme dans le projet Android, implémente le MVX plugin Bootstrap Action de Inaxos. Rajoutons les références bien évidemment à notre plugin, ça ira beaucoup mieux. Donc toujours le même principe, j'ajoute le noyau du plugin et la partie spécifique à ma cible, ici la version Windows Store. Automatiquement, les choses vont beaucoup mieux. Plugin html.plugin loader. Le simple fait d'ajouter cette déclaration est suffisant pour assurer le chargement du plugin. Maintenant, allons dans notre First View. On rajoute un text block dont le binding va être à HTML string et lançons l'application pour voir comment cela se comporte. Store encoded, séquence à encoder. Donc cette fois-ci, la propriété retourne bien la valeur qui est spécifique à la plateforme Windows Store. Si on résume le fonctionnement, nous avons notre plugin que nous venons de créer. Il est utilisé bien évidemment par notre noyau, parce que c'est surtout là où il est intéressant, puisque dans le noyau, nous allons pouvoir manipuler du code spécifique à l'interface. Dans notre ViewModel, nous pouvons faire appel à l'encodeur, comme on avait fait au screen size tout à l'heure. La seule différence qu'il y a entre ces deux implémentations, c'est que celle du screen size est un tout petit peu plus rapide, mais n'est pas forcément facile à réutiliser, puisque le code a été mis directement dans le noyau et dans chaque projet d'interface, alors que dans notre encodeur, nous avons pris exactement la même logique, mais nous l'avons intégré à l'intérieur d'un plugin complètement dédié et qui pourra être utilisé désormais facilement sous toutes les plateformes cibles et dans n'importe quelle solution. Il n'y aura plus qu'à importer le projet de plugin pour que ça puisse fonctionner. Ici, nous obtenons la référence à notre plugin, à notre service rendu par le plugin, et ici on s'en sert pour encoder une chaîne. On peut supposer n'importe quel type d'utilisation, bien évidemment, ce n'est qu'un exemple, mais on a pu manipuler du code qui est du code spécifique à la plateforme sans avoir de compilation conditionnelle ni des tests à l'intérieur de notre noyau. Notre noyau est vraiment universel et fonctionne correctement. À l'intérieur des projets d'interface, l'utilisation est directe puisque nous référençons directement notre noyau. Notre noyau présente ici une propriété, donc on se sert de cette propriété pour faire un binding. Le noyau pourrait très bien se servir du plugin sans qu'il y ait besoin que ça se fasse l'objet d'une propriété qui soit affichée par le projet d'UI. Le projet d'UI pourrait très bien avoir un comportement qui se base sur les valeurs spécifiques à sa plateforme, uniquement manipulées du côté du noyau, sans qu'il y ait pour autant d'affichage de la valeur du côté du projet d'interface. C'est juste un exemple d'implémentation simple pour faire voir ce jeu de ping-pong entre les noyaux et les projets d'interface. Donc voilà, les deux façons de proposer du code natif cross-platform est de travailler soit de la première façon par l'implémentation directe de l'interface dans le noyau, puis des codes d'implémentation spécifiques dans les projets cibles, plus un enregistrement dans le conteneur d'IOC, ou soit, si c'est un code qui mérite d'être réutilisé ou qui est potentiellement réutilisable, de le mettre en forme sous forme d'un plugin, et on voit que c'est très rapide parce que la carcasse, l'ossature qui permet de mettre en place un plugin MVVM Cross est extrêmement simple, et de ce fait, ce morceau de code devient facilement utilisable dans d'autres solutions cross-platform qui auraient besoin d'utiliser ce type de comportement. Un exemple plus réaliste, où du vrai code cross-platform est mis en place, se trouve dans les tutoriaux de MVVM Cross. Dans les tutoriaux de MVVM Cross, vous trouverez le projet Good Vibration met en place un plugin qui permet de faire vibrer le téléphone. On retrouve ici le Vibration plugin, et puis ici des projets exemples. Le plugin lui-même, avec le service qui est exposé, qui est le check, donc l'interface iVibrate, et ses projets d'implémentation,
en Android le iVibrate qui est utilisé de cette façon-là. Et là, on utilise des méthodes vraiment natives à la plateforme pour obtenir le vibrateur. Et une fois qu'on l'a, on demande une vibration dont la durée est exprimée en millisecondes. Dans le projet Touch, c'est-à-dire Apple, on retrouve le même logique, sauf que le code spécifique à la plateforme est assez différent. System Sound Vibrate Play System Sound. Et que sous Windows Form, bien évidemment, les choses sont encore différentes. Donc voici un exemple complet d'un véritable plugin qui fait utilisation d'un code réellement spécifique à la plateforme, pas comme dans notre démonstration, et vous pouvez vous en inspirer et copier-coller même certaines séquences comme celle de l'exemple. Mais pour ce qui est de mon exemple, vous pourrez le retrouver en intégrale bien évidemment sur .blog. Cette démonstration se termine. J'espère que vous serez convaincus par cette démonstration qui montre comment mettre en place du code natif tout à fait utilisable dans le noyau sans que ce noyau n'ait besoin d'avoir de conditions particulières, ni de compilation conditionnelle, ni rien d'autre, et que grâce à ces méthodes, vous pourrez développer de façon encore plus efficace des projets cross-platform. Je vous remercie et pour la prochaine, stay tuned.